Ophthalmo vous est présenté par les docteurs Maxime Delbar et Camille Rambaud. Vous y trouverez des interviews d'experts reconnus sur des questions variées pour tous ceux qui souhaitent en savoir plus sur la spécialité ophtalmologique. LASIK est un acronyme de Laser In Situ Keratomimesis. Keratomimesis et In Situ sont des mots d'origine grecque qui signifient respectivement cornée, formé et au sein de. Les deux yeux sont opérés pendant la même séance opératoire sous anesthésie locale et en ambulatoire. Cette chirurgie consiste à réaliser une photoablation stromale au laser eximeur après découpe d'un volet cornéen superficiel avec charnière ou capot. Le volet cornéen est soulevé manuellement, restant adhérent au reste de la cornée grâce à la charnière, et la photoablation est réalisée sur le stroma ainsi mis à nu. Le volet est enfin reposé sur la cornée. Pour la découpe du volet cornéen superficiel était initialement utilisé un instrument de découpe mécanique, le microkératome, qui a été remplacé aujourd'hui par le laser femtoseconde. Nous nous intéressons dans cet entretien en 4 parties avec le Dr Gatinel aux techniques de photoablation au laser eximeur, PKR et en LASIK de la myopie, de l'hypermétropie et de l'astigmatisme. Nous publions un épisode chaque semaine de ce grand format du podcast Ophthalmo sur la chirurgie réfractive. Aujourd'hui, 3e épisode consacré au LASIK de l'hypermétropie et de l'astigmatisme. Il n'est pas toujours facile de choisir la correction que l'on va rentrer dans le laser pour l'hypermétrope. Alors, est-ce que vous utilisez la réfraction subjective, objective, la cycloplégie? Comment procédez-vous? C'est une très bonne remarque. La chirurgie d'hypermétropie, je le dis aussi pour ceux qui s'intéressent à la chirurgie réfractive, est une chirurgie à considérer comme une chirurgie en elle-même à part. On n'a pas du tout les mêmes enjeux que pour la myopie. Et ça commence, comme vous dites, par l'examen clinique et en tout cas le choix de la réfraction à corriger. Alors, il y a aussi 2 contextes à bien scinder. Le contexte du jeune hypermétrope et le contexte de l'hypermétrope presbyte. Aussi presque à scinder à part dans ce contexte de l'hypermétrope presbyte, l'hypermétrope qui est devenu hypermétrope après qu'il ait découvert la presbytie. Alors, je vais revenir sur la première question qui est, et c'est souvent chez les patients que votre question est particulièrement a de l'intérêt, c'est que fais-je quand je brouille mon patient et je fais un sciacole et je trouve que par rapport à sa réfraction, on va dire subjective qui était de plus 2, je trouve plus 4. Que dois-je faire? Dois-je l'habituer à tolérer un plus 4? Dois-je programmer plus 4 en me disant que c'est ça sa vraie hypermétropie? Ou alors dois-je programmer ce qu'il aime bien en lunettes plus 2? La réponse, c'est si vous voulez pas vous faire d'ennemis chez ces patients, basez-vous uniquement sur la réfraction subjective. Et même au-delà, laissez-leur un peu d'hypermétropie. Alors c'est des injonctions paradoxales parce qu'on sait que l'hypermétropie régresse et que si vous laissez un hypermétrope légèrement sous-corrigé, il va vous en vouloir puisqu'il va redevenir hypermétrope à un horizon de quelques années. C'est pas toujours le cas, mais ça arrive souvent. Alors, c'est un dilemme parce qu'encore une fois, on sait que la cycloplégie reflète une hypermétropie latente qui va apparaître avec le temps. En plus, avec la cicatrisation cornéenne, on sait que même si on traitait les 4 dioptries de cycloplégie, le patient finirait peut-être avec une correction de 3 dioptries dans quelques années. Que doit-on faire? Alors, l'expérience empirique et pragmatique m'a enseigné que chez ces patients, ce qui compte, c'est quand même la satisfaction relativement immédiate. C'est-à-dire qu'on peut leur donner 2-3 mois de vision floue en anticipant la cicatrisation, mais qu'au-delà, il faut qu'ils voient bien. Et les hypermétropes ont ceci très particulier que contrairement à ce qu'on apprend dans les livres et ce qu'enseignent les lois de l'optique, la meilleure réfraction d'un patient qui est habitué à voir de très loin et qui veut conserver cette très bonne vision de loin, c'est pas 0, c'est entre 0,5 et 0,75, voire des fois plus 1. On va dire 0,5 pour pas choquer nos auditeurs. Donc, chez ces patients hypermétropes, il ne faut pas les myopiser d'emblée, à moins qu'ils aient bien reçu le message et qu'ils aient bien compris et qu'ils soient préparés psychologiquement à ça. Alors, si en pratique, pour répondre à votre question, j'ai un patient, on me présente que sa correction en lunettes qui porte, c'est 1,50. Mon optométriste ou mon orthoptiste qui sature un peu trouve plus de... C'est souvent comme ça. Que après cycloplégie, il a plus 3,50 plus 4, que vais-je faire? J'ai presque envie de lui corriger ses lunettes, c'est-à-dire du 1,50. Ce que je vais faire par contre de différent, c'est que en manipulant la spéricité, mais là j'entre dans des concepts un petit peu peut-être pas avancés, mais qui concernent que les gens qui font cette chirurgie, je vais anticiper la régression épithéliale des bords en creusant plus sur les bords. Ça revient à faire une asphérisation oblate, c'est-à-dire
réduire le facteur Q en valeur absolue, c'est-à-dire que si les patients sont à moins 0,2 de facteur Q, je vais viser 0. Donc dans le laser, je vais rentrer un traitement asphérique en visant 0. Ça va simplement modifier le profil d'ablation de ces hypermétropes vers les bords en augmentant d'environ 7-8 microns la profondeur d'ablation au bord. Donc j'anticipe la régression épithéliale. Mais au centre, l'effet réfractif, il est plutôt celui que j'ai mis dans mon laser, c'est-à-dire si le patient, encore une fois, il a plus 2, qu'il est jeune, qu'en lunettes, il avait plus 1,5, je vais mettre plus 1,5 dans le laser. Je vais expliquer au patient que je préfère qu'il soit content pendant quelques années, qu'il accommode parce qu'il est jeune, qu'il revienne me voir dans 5 ans, 10 ans et je le reprendrai, que faire l'erreur que j'ai faite dans le passé en écoutant des conseils qui venaient plutôt de gens qui faisaient de la lunette ou de la lentille, mais qui avaient cet esprit de, en gros, on sous-corrige les myopes et on sature bien les hypermétropes, ce qui est pas la bonne recette. Il faut mieux les laisser heureux d'un plus 0,5 qui les gênera jamais, qui leur donnera toujours ces impressions qu'ils voient bien de loin, qui leur enlève la fatigue qu'ils ont à accommoder toute la journée, et qui, encore une fois, vous évitera d'avoir les revoir et de leur tenir la main, parce que les jeunes hypermétropes que vous voyez même à moins 0,15 ou moins 0,5 d'optrie, pour eux, c'est une vision qui est effondrée, je vois flou, je vois rien. Vous les faites lire à 4 mètres, ils sont à 10-10, mais 4 mètres pour un hypermétrope, c'est la vision de près. Je caricature, mais c'est vrai. Un hypermétrope, le loin commence à 10, 20, 30 mètres. Et je peux vous raconter tout un tas d'histoires de patients que j'ai opérés en faisant justement l'erreur de me dire, oh, alors là, il a plus 2, le truc c'est plus 3,5, je tape au milieu, 2,75 dans le laser. Le patient vous en veut. Ah, de près c'est super, de loin je vois rien. C'est pas, je vois un peu flou, comme le myope qui est à moins 0,25, que vous avez fait passer de moins 5 à moins 0,25. Il vous dit, ouais, c'est bien, super, merci docteur, mais je vois un peu flou, mais ça va. L'hypermétrope, il vous dit, je vois rien, c'est flou, c'est tout flou, j'angoisse, faites quelque chose docteur. Parce que son système visuel n'est pas câblé pour la myopie. Et c'est très intéressant, il n'y a pas assez de recherche dans ce domaine-là, et on devrait le faire si on avait le temps, pour comprendre pourquoi un petit peu de myopie perturbe les hypermétropes. Il y a aussi le fait qu'ils ont le réflexe d'accommoder. Et quand ils accommodent, en général, ils voient mieux. Sauf que là, ils accommodent sur du moins 0,25, ils se trouvent à moins 0,1, à moins 1, pardon, et là, ils ne comprennent plus rien. Et il y a aussi d'autres raisons, peut-être plus intelligentes, à émettre qu'un simple problème d'accommodation, qui sont le fait que le flou rétinien d'une hypermétropie n'est peut-être pas le même qu'une myopie. Et là, j'invoque des concepts un peu sophistiqués d'optique, mais le traitement des fréquences spatiales élevées, c'est-à-dire que les détails d'une image sont peut-être pas forcément floutés de la même manière pour un flou de moins 0,50 que d'un flou de plus 0,50. On peut comprendre ça simplement déjà en se disant que les rayons qui arrivent sur la rétine d'un hypermétrope n'ont pas croisé avant. Ceux d'un myope ont croisé. Alors, faut pas le prendre de manière bébête, ce que je dis, mais plutôt au niveau de l'optique fondamentale. Vous savez que quand on regarde une image, on peut la décomposer dans des spectres de fréquences spatiales. C'est un terme savant qui veut dire que quand on regarde une lettre à 1/10, on va avoir, en gros, si on compare avec l'acoustique, des notes graves. Et quand on regarde des détails, les bords du E qui sont très nets, c'est codé par des notes aiguës. Et que quand on a un problème optique, on perd souvent plus les aigus que les graves. Et les aigus, c'est ce qui donne la netteté. Je fais des analogies avec l'acoustique. Les hypermétropes peut-être perdent moins les aigus qui donnent la netteté avec un petit flou d'hypermétropie, un petit flou de myopie. C'est ça que j'essaie d'expliquer avec des termes simples. Et pour toutes ces raisons, un myope ne vous en voudra jamais d'être à plus 0,5 en post-op et vous dire même qu'il n'a jamais vu aussi bien. Un hypermétrope vous en voudra jamais d'être sous-corrigé, vous dira c'est bien, mais il vous en voudra d'être myopisé. Donc vous avez la réponse à la question. Chez les gens presbytes et seniors, c'est différent, parce que eux, la vision de près devient très importante pour eux. Et donc là, il faut bien leur expliquer et faire des tests en lentille de contact. On revient aussi à ce que je vous disais en intro, ou à l'épisode précédent, je ne sais pas où vous en serez parce que je parle beaucoup, mais où je disais qu'il fallait faire un test pour montrer justement à des hypermétropes devenus presbytes, ou plutôt même des presbytes devenus hypermétropes, les petits plus 1, plus 2 qui voyaient très très bien loin, qui n'ont jamais mis de lunettes. À 39, 40, 45 ans, ils mettent des lunettes pour lire. Déjà, ils sont pas contents. Et puis tout à coup, à 50 ans, ils voient plus de loin. Parce que leur plus 1, plus 2 est décompensé, ils accommodent plus bien, etc. Et là, ils passent d'un monde où ils avaient une vision parfaite, jamais de lunettes, à un monde où ils sont complètement dépendants des lunettes. Et ces patients, s'ils veulent récupérer du prêt, il n'y a pas d'autre choix que les myopiser. Et là, ils sont beaucoup plus facilitants pour la myopie que les jeunes hypermétropes. Il faut faire un test en lentille pour leur montrer ce que c'est. Et sur l'œil directeur, plutôt viser plus 0,5 et pas viser le skiacol, même si chez ces gens-là, il n'y a pas beaucoup d'écart. Chez les presbytes, il peut y en avoir quand même un petit peu. Gardez toujours le confort lunettes. Moi, je demande toujours, vous êtes bien avec vos lunettes? Ils disent, ouais, je suis très bien. Pourtant, ils sont à plus 3, ils portent du plus 2, ils disent, je suis très bien. Celles qui sont très bien plus 2, faut pas aller plus loin. La chirurgie réfractive, on fait pas
on ne traite pas des chiffres, on traite un bien-être visuel. Et encore une fois, chez un jeune, on aura une approche très différente d'un sujet un peu moins jeune qui veut voir de près, où là, on va être un peu plus agressif et corriger plus. Sous quelles conditions peut-on opérer un hypermétrope fort, par exemple un hypermétrope de +7, et quelles sont les astuces, les tips qu'on peut pour optimiser leur qualité de vision? Alors, que ce soit un hypermétrope faible, moyen ou fort, il va falloir utiliser les mêmes choses et elles sont dans le petit inventaire que je vais faire maintenant. La première chose, c'est de faire un capot large parce que le traitement de l'hypermétropie a ce site particulier qu'il impose une transition destinée à niveler le sillon que vous induisez dans la cornée périphérique en creusant, en faisant cambrer la cornée. On ne creuse pas au centre, mais on creuse vers les bords. Il est hors de question de laisser une marge d'escalier vers les bords, parce que ça induirait bien évidemment la régression des problèmes optiques, etc. Donc, il va falloir niveler. Et si vous faites les calculs mathématiques, vous avez des petits souvenirs de maths du lycée, vous voyez que comme on est loin du centre, en distance circulaire, cette zone, elle représente une ablation de volume qui est en fait à peu près 1,5 2 fois ce que vous corrigez pour la zone optique centrale. Donc, si je le disais plus simplement, quand vous retirez un volume de 1 pour corriger une dioptrie de myopie, vous allez retirer un volume de 2, 2,5 pour corriger une dioptrie d'hypermétropie à cause de cette zone de transition, qui allonge les traitements, qui donc doit aussi bien faire comprendre au patient qu'il va devoir fixer, non pas pendant 3 secondes comme un myope, mais des fois 10, 20, 30, 40 secondes pour les fortes hypermétropies. Donc grand capot. Deuxièmement, ce grand capot doit être épais, comme j'ai expliqué tout à l'heure ou à l'épisode précédent, parce qu'on est sur une forte correction, il y a beaucoup de tissus retirés, les interactions entre les métalloprotéinases de l'épithélium, les cytokines, etc., vont être, même si on préserve la Bowman, susceptibles d'engendrer une petite réaction inflammatoire à l'interface en post-op. Plus on est loin de l'épithélium, mieux c'est. Il y aura moins de plis, de risque de plis dans le capot, puisque la cornée va changer profondément de forme, mais il est mieux que le capot soit un peu épais pour éviter de se plisser. Donc grand capot, épais, centré sur la pupille. Les hypermétropes ont des yeux particuliers, avec des pupilles assez nasales souvent, et des grands angles kappa. J'expliquerai simplement ce que c'est derrière. Donc on a intérêt déjà, si on peut le faire avec son laser femto, et je recommande d'arrêter le microkératome pour l'hypermétropie, parce qu'on n'est pas du tout prédictible dans le centrage et le diamètre des capots, et donc passer systématiquement au femto laser. Donc faire un capot centré sur la pupille, large, d'au moins 9,5 mm dans mon expérience, c'est pas surdimensionné. En particulier, s'il n'est pas bien centré en nasal, vous allez voir qu'en nasal, il y a des tirs qui vont avoir lieu chez l'épithélium si vous centrez votre capot sur la cornée et pas sur la pupille. C'est une règle générale d'ailleurs de centrer plutôt son capot sur la pupille que sur la cornée. Mais la cornée est souvent nasale et supérieure. Ce qui peut poser problème chez les gens qui ont un petit diamètre cornéen et ça va saigner beaucoup chez les hypermétropes. Donc prévoyez des fléchettes, prévoyez de ne pas opérer le patient si vous en êtes à vos premiers LASIK et attendez d'avoir un peu d'expérience pour faire ça. Une fois que vous avez fait votre capot au femto, si vous voyez que ça passe dans le limbe, plutôt d'attendre, de faire l'autre œil tout de suite, faites juste la découpe des bords. Ça va saigner, faites pas l'interface bien évidemment. Passez votre spatule sur les bords comme si vous commenciez à découper du capot. Ça va saigner, mais ça va pas aller dans l'interface. Et le temps que vous fassiez le deuxième œil, puis que vous réinstalliez le patient sous l'eximeur, il y a toutes les chances que le petit saignement limbique se tarisse, et ça vous évitera, quand vous soulevez le capot, d'avoir ce saignement qui arrive juste à ce moment-là, qui risque d'aller sur le stroma, de retarder la photoablation et d'induire des problèmes. C'est un petit truc que je vous donne aussi. Donc, centrer un large capot sur le limbe, ne pas hésiter à découper ses bords tout de suite. Ensuite, pour maintenant, où peut-on s'arrêter? Nos lasers s'arrêtent à +6 en général. Pour diverses raisons. La première, c'est que l'hypermétropie n'a pas une bonne réputation en LASIK, pour les raisons qui sont que les gens qui ont fait des capots à 100 microns, de 6 mm de large, je caricature, et qui n'ont pas centré sur la pupille, ont eu la moitié du traitement sur l'épithélium, des comas, des adhérations impaires, des astigmatismes irréguliers colossaux, des patients mécontents, etc., etc. Mais si on respecte déjà la règle qu'on doit imprimer le traitement dans le stroma et qu'on a la place, on peut déjà imprimer des traitements un peu plus forts que 3-4 dioptries. Moi, aujourd'hui, j'ai été jusqu'à 8-9 chez des patients qui avaient des larges cornées, des attentes importantes, qui étaient désespérés parce qu'ils ne pouvaient pas porter de lentilles, on ne peut pas mettre d'implant fac chez ces patients. Et par ailleurs, encore une fois, on n'a pas forcément de limite ni de kératométrie, je ne regarde pas les chiffres, c'est simplement une histoire de volume et de forme de cornée. Parce que vous allez retirer un énorme volume de cornée, vous aurez des traitements de 40 secondes avec des lasers qui, encore une fois, d'habitude, traitent des myopies de 3-4 dioptries en 12 secondes. C'est-à-dire que le temps est proportionnel au volume retiré, donc vous vous dites là, ça va vraiment retirer pas mal. Il faut que le traitement soit bien centré. Pour avoir accès à des fortes corrections, parfois on est obligé de programmer le laser différemment. On va faire 2 traitements de 4 pour avoir un traitement de 8. On va faire systématiquement la petite ablation supplémentaire au bord qu'on obtient en changeant la sphéricité vers un Q
moins négatif. Donc on va passer de moins 0,3, moins 0,1, de moins 0,2 à 0 en fonction du laser, si on peut le faire. Moi je le fais, mais ça augmente encore le volume d'ablation vers les bords. Une fois qu'on a respecté toutes ces règles, on peut obtenir de très bons résultats jusqu'à plus 7, plus 8 chez des patients qui vont bien sûr régresser un peu, qui auront les yeux secs, chez qui on mettra des bouchons systématiquement, chez qui on dira de mettre des larmes toutes les heures systématiquement pendant la première semaine. Donc il faut avoir des gens motivés. Hein. Mais ils le sont, parce qu'à plus 7, plus 8, sans pouvoir mettre des lentilles, c'est vraiment terrible. Hein. Alors bien sûr, quand ils tolèrent les lentilles, moi je les invite à garder leurs lentilles. Chez les hypermétropes, aussi, il faut bien expliquer qu'il y a une forte évolution de la correction post-op, que la correction ne sera pas la même qu'avec des lunettes. Quand les patients ne portent pas de lentilles, que les hypermétropes ont été corrigés à plus 5, plus 6, plus 7 par des lunettes, ils ont une vision particulière puisque la vision magnifiée sur la rétine de 10-15%, ce qui n'est pas rien. Donc ils gagnent déjà des lignes de grossissement de l'image qu'ils perdent avec le LASIK qui travaille dans le plan cornéen. En revanche, ils gagnent en champ visuel. Ils ont des visions moins tubulaires, puisque, évidemment, si on grossit l'image, on a un champ de vision plus restreint. Donc ça, il faut l'expliquer en préopératoire à ces patients, leur dire qu'il faut être patient, qu'il faut accepter la régression, la sécheresse, de mettre des gouttes, que c'est une grosse chirurgie, que ça n'a rien à voir avec leur copain qui a été opéré de la myopie la veille et qui le lendemain était parti bosser, qu'ils vont avoir des suites opératoires, mais qu'en revanche, c'est plus spectaculaire que chez le myope parce qu'ils vont récupérer du près, du loin, qu'on leur avait jamais proposé de faire quoi que ce soit et que ça peut fonctionner. Et que si vous avez le bon matériel pour le faire, moi j'utilise une plateforme laser, je ne dirais pas de marque, mais qui est vraiment... Je pense que si j'avais pas cette plateforme-là, à moins d'avoir un truc équivalent, je ne ferais pas de chirurgie d'hypermétropie au-delà de 3-4 dioptries. Mais le fait de pouvoir faire des grands capots, bien larges, bien épais, bien centrés sur la pupille, et puis je finis aussi par ça, l'angle capa, c'est-à-dire systématiquement chez ces patients hypermétropes, mais systématiquement, ne pas centrer sur le centre de la pupille, mais se rapprocher de ce qu'on appelle le vertex, qui est la première image du reflet de Purkinje 1, c'est-à-dire en gros quand les gens fixent, ils regardent une cible qui, quand elle est coaxiale avec la caméra, c'est-à-dire quand les lumières sont autour de la caméra que les gens regardent, cette cible elle se projette sur la cornée et elle se projette en général chez les hypermétropes assez nasalement, parce que l'hypermétrope a une tendance à avoir une fixation un peu, le globe oculaire en rotation externe, en abduction. Donc quand on a le globe qui tourne un peu en externe, en exophorie latente, on présente vers le topographe la portion interne de sa cornée, et donc l'œil étant tourné en externe, on a l'impression que c'est comme si nous on s'était décalé en nasal d'une certaine manière, nous qui regardons l'œil. Et ces gens ont des fixations excentrées en nasal. Et il faut la respecter, cette fixation. Et empiriquement, même si l'axe visuel supposé n'est pas exactement là, il vaut mieux tirer en centrant sur le premier vertex, il vaut mieux tirer sur l'axe qui correspond à l'emplacement du reflet cornéen, ou proche de cet axe, ou à 75% depuis le centre de la cornée vers ce reflet, donc à 25% de distance du reflet, peu importe, que de se mettre au centre de la pupille. Alors le laser, lui, il ne sait pas où est le vertex, puisque quand vous faites le capot, vous soulevez, il n'y a plus de reflet. Ce que c'est le laser en revanche, c'est si vous faites une topographie pré-op, que vous avez un topographe relié à votre laser, et que le logiciel repère la pupille, l'emplacement du reflet, il va se dire à chaque fois que quand sous le laser il filme la pupille, il voit où est le centre, ça il le voit tout le temps. Il sait que si vous lui avez dit, entre guillemets, que l'image transférée lui a appris que le vertex cornéen, c'est-à-dire ce qu'on pense être proche de l'axe visuel à respecter, est à 500 microns en nasal et 30 microns en inférieur, il va systématiquement décaler le traitement là où vous lui direz, soit carrément dessus, soit à 75% de cette distance. Mais au lieu de tirer au centre de la pupille, il tirera systématiquement sur cette ossette. Et c'est très important de faire ça. On a de bien meilleurs résultats optiques quand on observe cette recommandation que quand on tire au centre de la pupille. Chez les myopes, en revanche, l'angle kappa est très faible et on peut s'affranchir de ces petites choses, même si nous, on fait aussi systématiquement, chez les myopes également, des mesures dans le kappa, mais la plupart du temps, le reflet est très proche du centre de la pupille, donc qu'on décale ou pas, ça ne change rien. Mais chez les hypermétropes, on peut décaler jusqu'à des fois soit 600 microns, et si on ne le fait pas, pour le patient, c'est un décentrement. Même si c'est paradoxalement centré sur la pupille, et si vous avez un analyseur de front d'onde qui se centre sur la pupille, il vous dira qu'il n'y a pas trop d'aberration, mais il vaut mieux décaler son interprétation vers l'axe visuel qui semblerait être le centre à respecter pour ces corrections-là. Donc si on résume les choses, la première chose que j'ai envie de résumer, c'est commencez pas par les hypermétropes. Envoyez-les à quelqu'un qui a l'habitude. Quand vous êtes un peu familier avec votre technologie, allez-y avec des faibles.
Faites de grands capots, n'hésitez pas, même si ça va saigner au limbe, décalez vos capots un peu en nasal si vous pouvez pour bien centrer sur la pupille, voire même des fois, si vous êtes vraiment perfectionniste, décalez même pour centrer le capot sur le versant nasal de la pupille. Si la cornée a suffisamment grand diamètre, ça va pas trop saigner au limbe. Capot épais, centrage systématique vers l'axe visuel, donc la première image de Purkinje ou le vertex, ça dépend de la sémantique employée pour désigner ce point-là. Et faites une zone optique large aussi si vous pouvez, mais là aussi on est souvent limité parce que le volume est déjà très grand. Comme vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, c'est-à-dire que le volume c'est proportionnel au carré du carré de la zone optique. Dans l'hypermétropie, déjà qu'on retire à dioptrie égale à cause de la transition 2 à 3 fois plus de tissu, vous imaginez qu'à la fin on est limité par ça. Et dernière chose aussi, il ne faut pas perdre de vue, quand vous corrigez un -10, c'est en lunettes en général, hein, en cornée ça fera que -8, puisqu'il y a la conversion. Mais un hypermétrope de +8, en cornée c'est le +10, c'est dans l'autre sens. Donc c'est pour ça que là, on est sur des volumes colossaux. En post-op, chez ces patients forts hypermétropes, bouchons, larmes toutes les heures, pour éviter les pseudo-délènes. Mais je dois vous dire que depuis qu'on en fait, on n'a pas de problème majeur chez ces patients, ni de catastrophe, ni de patients très mécontents de leur qualité de vision. Au contraire, on a plutôt des gens qui disent « vous avez changé ma vie » et qui vous envoient tous leurs proches qui ont souvent des hypermétropies familiales et des choses qui peuvent être aussi corrigées comme ça. Toutes les plateformes ne permettent pas vraiment de se centrer aussi bien que ça sur le reflet. Non, il faut vraiment le faire. Hein. Ouais. C'est important de le faire. Oui. D'accord. Nous allons maintenant passer à l'astigmatisme. Jusqu'à quel cylindre peut-on aller en LASIK ou en PKR ? Les lasers sont bridés à 6 dioptries la plupart du temps. Et là, contrairement à l'hypermétropie où c'est bridé à 6 aussi, mais ça ne permet pas de traiter les forces hypermétropes, on a rarement des cylindres plus importants que 6 dioptries dans notre patientèle. Une fois ou deux par an, on voit un cylindre de 7 à 8 dioptries, c'est assez rare et il y a des techniques qu'on peut combiner, notamment celle du diakique qui avait été décrite par le professeur Laroche, qui consistait à faire des incisions sous un capot avec un femtolaser, soulever le capot, agrandir les incisions, cliver les incisions au femto, puis remettre le capot, remesurer quelques semaines plus tard et corriger le résiduel. Mais en chirurgie réfractive, c'est assez rare. Le commun des cylindres, c'est plutôt chez les forts astigmates 3-4 dioptries. 5-6 existe. Et moi, je corrige 5-6, que ce soit en plus ou en moins, en sachant que chez ces patients, il est aussi important de réaliser les mêmes règles un peu que pour les hypermétropes. On peut faire des capots ovalaires. La règle, c'est que sur l'axe plat, quel que soit l'astigmatisme, hypermétropique ou myopique, c'est sur l'axe plat qu'auront lieu la plupart des tirs. Alors, il faut essayer éventuellement d'avoir un capot au moins large dans cette direction. Mais si votre laser permet de faire des capots elliptiques, voire de basculer la charnière dans les astigmatismes obliques pour pas avoir à tirer justement sur une partie de l'épilum, mais augmenter la congruence entre le traitement réalisé et le stroma, où vous pouvez tout à fait personnaliser la réalisation du capot au profil d'ablation. Donc une fois que vous avez le schéma de votre profil d'ablation, vous tracez un capot autour. C'est d'ailleurs comme ça que j'explique aux fabricants que devrait être le LASIK aujourd'hui, plutôt que d'avoir une conception héritée du microkératome. Vous savez qu'en médecine, on est victime du passé, que ce soit pour le kératocone, pour les fameuses histoires de puissance cornéenne, où on se traîne encore des concepts d'indices kératométriques qui reflètent l'époque où on ne pouvait pas mesurer la face postérieure de la cornée, et qu'on conserve. Au lieu de... Je fais encore une petite digression, je suis désolé, mais ça a trait aussi à la chirurgie réfractive. Au lieu de se dire, on va prendre la cornée totale, on va refaire des formules avec ces cornées totales, on préfère garder les anciennes kératométries qui sont fausses, parce qu'elles fonctionnent avec les formules qui ont été elles-mêmes construites sur des fausses kératométries, pour pas les déstabiliser. Et donc, comme on est victime du passé pour la kératométrie, le kératogone, etc., on est un peu victime du passé pour la chirurgie réfractive en LASIK, qui a débuté avec des microkératomes pour lesquels il n'était pas vraiment question de contrôler très précisément ni l'épaisseur, ni le diamètre du capot, ni la position de la charnière. Mais si aujourd'hui, on n'avait jamais fait de LASIK, mais qu'on introduisait le LASIK en chirurgie réfractive avec la technologie actuelle, je pense que on aurait naturellement tendance à concevoir que le capot doit avoir une petite marge de sécurité autour du profil d'ablation, mais pas forcément être toujours un capot stéréotypé de 8-8 avec une charnière supérieure. Et c'est ce que j'essaie d'appliquer comme philosophie, et que la plateforme qui me permet de faire également des capots ovales et à la charnière positionnée où je veux. Donc quand j'ai des gros cylindres de 4, 5, 6 dioptries, là je positionne systématiquement la charnière sur le méridien cambré, et quand ce sont des astigmatismes inverses, puisque le méridien plat est vertical et qu'il va recevoir le maximum de photoablation,
je vais faire délibérément un capot à charnière temporale pour avoir une latitude de tir sur le stroma importante en vertical, pas être gêné par ma charnière en supérieur. Et pourquoi plus en temporal qu'en nasal? Parce que, comme je vous l'ai dit aussi, et vous le savez peut-être, la pupille est souvent nasale, et en plus, le Purkinje 1 est souvent nasal dans la pupille. Donc, il vaut mieux mettre la charnière en temporal, et là, vous avez toute la place que vous voulez. Vous pouvez traiter des astigmatismes inverses ou obliques de 5-6 dioptries sans problème, avec, et là j'insiste aussi toujours, si vous pouvez, la compensation de la cyclotorsion qui repose sur la transmission au laser eximeur d'une image de l'iris du patient juste avant l'opération pour lui permettre de compenser une rotation du globe qui survient souvent chez les patients stressés, en position allongée, et vous le savez aussi, quelques degrés des fois traduisent une sous-correction assez importante du cylindre. Et où vous arrêtez-vous en PKR pour l'astigmatisme? En PKR, on a moins de latitude pour les fortes corrections qu'en LASIK. Pour la correction de l'astigmatisme, si on ne peut pas faire de LASIK, j'ai aussi tendance à traiter des cylindres de 5-6 dioptries, si on doit vraiment le faire, en expliquant au patient que malheureusement, il est probable qu'une sous-correction interviendra parce qu'il y aura une régression épithéliale, éventuellement on pourra faire une retouche, s'il n'y a pas de haze. Là, j'inviterais le patient à conserver une certaine modestie par rapport à l'ambition qu'il place dans les résultats de la chirurgie. Mais malgré tout, si ça marche, d'ailleurs, il sera très content. Là, il faut vraiment pas trop en promettre, essayer d'en délivrer le plus possible. Mais on peut faire 5-6 de prix en PKR, je vois pas où est le problème. C'est un gros volume. Quand vous faites du cylindre négatif, vous enlevez plus de tissu que quand vous faites la même chose en myopie, alors que l'équivalent sphérique est calculé comme la moitié du cylindre. Autrement dit, si vous faites une correction de -6 à 0 ou -5 à 0, ça représente beaucoup plus de tissu que si vous faites -6 ou -5. Ça représente exactement à peu près 1,5 fois. Et le plus gros du traitement va être encore une fois sur l'axe plat du cylindre. Et donc, c'est à prendre en compte aussi pour designer votre traitement. Et éventuellement le retrait de l'épithélium qui a aussi vertu en PKR à pas trop déborder de la zone laser. En PKR, par exemple, on a aussi une erreur courante des débutants, c'est de tout scalper, tout racler jusqu'au limbe et de faire en fait après une correction qui va être sur 6-7 mm. Et on revient toujours sur des considérations géométriques, vous avez remarqué, mais la surface à recouvrir par l'épithélium, elle est d'autant plus importante qu'on est proche du limbe, puisque ça augmente avec le carré du rayon. Donc ça va faire perdre 3-4 jours de cicatrisation par rapport à une technique de PKR propre où vous allez essayer de retirer juste ce qu'il faut d'épithélium. Et justement, quand vous désépithélialiserez un astigmate dont vous savez qu'il va y avoir une zone de transition élargie sur le médian plat, vous pouvez un peu étendre votre ablation sur les côtés, mais pas forcément sur l'axe cambré, pour permettre une grande récupération et un gain de refermeture de la surface cornéenne. Alors vous y avez déjà largement répondu, mais en astigmatisme, est-ce qu'on aplatit le méridien cambré ou est-ce qu'on cambre le méridien plat? On cambre systématiquement le méridien plat et ensuite on rajoute la sphère qu'il faut pour compléter le traitement. Alors, ça a été des sources de confusion dans le passé et moi, ça a été une porte d'entrée aussi vers la réfractive parce que quand j'ai commencé, je m'intéressais à essayer de comprendre justement comment les lasers fonctionnaient. Là encore, on était face à un problème d'héritage du passé parce que les premiers lasers eximeurs ont été validés par la Food and Drug Administration à la fin des années 80 ou au début des années 90 pour le traitement de la myopie, puis le traitement de l'astigmatisme myopique. Quand les patients venaient avec des cylindres mixtes, voire positifs, comme la FDA n'avait pas approuvé le traitement du cylindre en positif, puisque la FDA a validé la myopie, l'astigmatisme myopique, l'hypermétropie et, pour terminer, l'astigmatisme hypermétropique. Ne me demandez pas pourquoi, ça s'est fait comme ça. Il y a eu, à une époque pas si ancienne, des traitements de correction purement positive, des +4, +2 à 90, traités en cylindre négatif, ce qui était un peu une hérésie en termes de volume, parce que, en fait, quand vous traitez en cylindre négatif, c'est comme si vous traitiez en cylindre positif, mais après vous rajoutez la myopie qui refait un cylindre négatif. Bref, même sans rentrer dans les détails, on comprenait que c'était pas du tout optimal. Et ça expliquait pourquoi il y avait une mauvaise réponse à ces traitements au début, puisqu'il y avait en fait du volume retiré pour rien, une sorte d'ablation redondante. Aujourd'hui, tous les lasers que je connais, en tout cas du marché, qui ont été vendus après les années 2010, sont en mode d'économie de tissu et même si vous rentrez une correction un peu aberrante comme +10, -4, ils vont pas traiter +10, -4, ils vont traiter, ou je dirais plutôt
Enfin, oui, c'est ça, plus 10-4, ils vont le traiter en cylindre positif. Hein, et ils vont traiter plus 6, plus 4. Donc ça a moins d'intérêt aujourd'hui. Mais moi, j'invite les jeunes qui commencent aussi à essayer de s'intéresser à ces problématiques, parce que ça a un intérêt très pratique, c'est que si vous connaissez la forme des profils d'ablation de l'astigmatisme, il vous arrivera forcément, et je vous le souhaite, un jour de vous planter dans la programmation, c'est-à-dire que vous opérez beaucoup. Et vous allez confondre un 35 degrés avec un 145 degrés, et si vous êtes vraiment concentré sur ce que vous faites, vous vous dites, j'ai mis mon capot avec une charnière à cet endroit-là parce que j'attends que mon profil soit un peu elliptique dans cet axe. Et à un moment où vous commencez le traitement, vous voyez que l'ellipse, ça va pas dans la bonne direction. Vous savez instantanément où vous êtes planté, et vous arrêtez le traitement tout de suite et vous reprogrammez dans la bonne direction. Donc c'est important de savoir à peu près la forme des traitements et ce en quoi ils se comportent, parce que la chirurgie réfractive, c'est une sculpture de la cornée, et comme un bon sculpteur, il faut avoir un plan, et donc placer le capot pour permettre à la zone d'être exposée, c'est quelque chose qui peut conditionner un résultat meilleur. Vous aurez une meilleure empreinte dans le stroma, moins de régression, une meilleure qualité optique, et donc tout ça c'est très important, et tout ça c'est très relié, c'est très connexe, et ça fait partie de la culture qu'il faut connaître, qu'il faut avoir en chirurgie réfractive. Ce que je retiens, c'est que chez le sujet hypermétrope, vous corrigez la réfraction subjective et vous avez tendance à laisser un petit peu d'hypermétropie afin que le patient ne soit pas myopisé en post-opératoire et qu'il soit rapidement satisfait. Si le sujet hypermétrope presbyte, la vision de près est importante et il faut myopiser l'œil dominé et viser plus 0,50 sur l'œil directeur. Mais il faut prendre soin de tester la bascule en lentille de contact avant l'intervention, avant de tolérer la monovision. Lors de l'intervention, il faut faire un capot large de 9,5 mm, d'une épaisseur de 140 microns lorsque c'est possible, et centré sur la pupille, souvent légèrement décalé en nasal. Le traitement au laser excimer doit être centré sur la première image du premier effet du Purkinje. Le patient doit accepter que la correction ne sera pas la même qu'avec ses lunettes, il doit accepter également la régression, il doit accepter le risque de sécheresse qui est plus important, c'est pourquoi vous posez des bouchons magnétiques systématiquement et prescrivez des larmes artificielles toutes les heures chez ces patients en post-opératoire. Concernant l'astigmatisme, il vous arrive de corriger 5 à 6 dioptries d'astigmatisme en LASIK ou en PKR si nécessaire. Il faut savoir que la plupart des tirs du laser ont lieu sur le méridien le plus plat. Il vous arrive de réaliser des capots à charnière temporale lorsque vous traitez des astigmatismes inverses. Nous aurons plaisir de retrouver le Dr Gatinel très prochainement pour un dernier épisode dans lequel nous aborderons la PKR, la traditionnelle question du patient, et le Dr Gatinel nous dira ce qu'il pense de l'avenir de la chirurgie réfractive. Ophthalmo est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Si l'épisode vous a plu, laissez-nous un avis et partagez-le.